Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter la correction de l'exercice numéro 5 dans laquelle nous nous intéressons à la synthèse d'un fragment de cette grosse molécule, l'angiolame A. Alors la première question, ça va être de nommer les groupes fonctionnels présents dans l'angiolame. Donc c'est parti, alors déjà on voit qu'on a des groupements ici alcène. Premier point, même si à certains endroits on voit qu'ils sont un peu plus particuliers, c'est-à-dire qu'ici on voit qu'on a deux doubles liaisons conjuguées, on reconnaît un motif pi sigma pi, on pourra parler de diène conjugué, ça reste néanmoins des alcènes, et ici on a un alcène qui va être conjugué avec un groupement ester. Mais on va quand même pouvoir les nommer séparément, donc ici on a un groupement ester, on remarque qu'on a aussi des groupements alcool secondaire. Par ailleurs, ici, vous avez un groupement amide. Qu'est-ce qui nous manque? On a ici une cétone et une autre cétone à ce niveau-là. Donc là, cétone, cétone. Et voilà. Je passe maintenant à la question numéro 2. Donc dans la question numéro 2, on vous demande deux précurseurs pour former le composé 1. Donc le composé 1, déjà, on va commencer par le dessiner. Donc on reconnaît immédiatement, normalement, un groupement acétal, ici, ainsi qu'un groupement alcool secondaire. Donc deux précurseurs, ça veut dire qu'on me demande deux réactifs à partir desquels je peux le synthétiser. Donc là, la réponse attendue, c'est évidemment la formation du groupement acétal. Donc pour ça, on prendra l'éthane 1,2-diol plus l'aldéhyde correspondant avec le même squelette carboné. Donc ce composé-là. Donc là, il s'agit bien sûr d'une acétalisation. On va faire ça avec un catalyseur acide, donc typiquement la PTS encore, en chauffant. Donc évidemment, il y aura formation d'une molécule d'eau à côté. Donc si je veux équilibrer l'équation de la réaction, je vais écrire ici plus H2O. Dans certaines conditions, on pourra éventuellement utiliser un tube décompteur de Lin-Stark. Mais ce n'est pas le propos ici. La question 3, on vous demande d'indiquer le mécanisme permettant le passage de 1 à 2 et nommer le groupe fonctionnel ainsi formé. Alors, ce n'est pas précisé, mais évidemment, on va donner la structure de 2. Donc là, normalement, vous devez reconnaître le composé 1, on va le traiter premièrement avec NaH, base très forte, qui va déprotoner l'alcool, et 2, PNBCl, que je vais développer juste après, mais si vous regardez sa structure, on voit que c'est un chloroalkane. Donc il s'agit bien évidemment d'une synthèse de Williamson. Donc le mécanisme est toujours le même, ça va être une réaction acido-basique, puis une ESN2, je vais l'écrire après. Mais en attendant, je vais d'abord écrire la structure du produit. Donc l'acétal, on n'y touche pas. Et ici, je vais avoir O qui va se lier au groupement PMB, donc ça va me donner ceci. Allons-y pour le mécanisme réactionnel. Donc NaH, c'est une base très forte. Je vous rappelle que le pKa du couple H2H-, il est de l'ordre de 35. Par conséquent, je vais partir donc du composé 1 que je vais noter de manière simplifiée, comme ceci. Alors d'ailleurs, je vais avoir besoin de développer la liaison OH. Hop, je vais effacer ici pour écrire le mécanisme. Donc dans la première étape, c'est H- qui est la base très forte qui intervient. Donc il va déprotoner l'alcool pour former un alcoolate. On va donc former en phase du dihydrogène. Donc le dihydrogène, il est gazeux. Donc techniquement, en fait, pour cette réaction-là, on a un acte élémentaire non renversable. Donc c'est un des cas où vous avez le droit d'écrire avec une simple flèche. Toutefois, si vous écrivez une double flèche dans le mécanisme, je ne vous en voudrais pas, bien évidemment. Maintenant qu'on a notre alcoolate, il va réagir avec l'électrophile, à savoir
PMBCl. Donc ici, il s'agit d'une ESN2, on a un halogénoalcane primaire, donc peu encombré. Donc on va former un hétéroxyde benzylique, en fait, si on y regarde bien. Bien qu'il y ait un groupement OCH3 au bout, ça n'enlève rien au fait qu'on a un hétéroxyde benzylique. Et puis on va former un ion chlorure. Alors, je vais passer à la question suivante. La question 4. Alors, en fait, il manque une question là. C'était comment passer du composé 2 au composé 3. Donc, proposer une stratégie. Ça, on en a fait en cours. Donc là, ce n'est pas écrit sur l'énoncé, il faut le rajouter. Puis du coup, les questions 4, 5, 6 deviennent les questions 5, 6 et 7. Allons-y. Donc, question 4. On demande comment passer du composé 2 au composé 3. Bon. Il se trouve que là, on va déjà les réécrire. Donc le composé 2, on a un groupement acétal avec le groupement OPMB. Et puis, cela doit nous conduire au composé 3. Dans lequel on a remplacé le groupement acétal par un atome d'iode. Bon, la première chose à faire, c'est d'hydrolyser l'acétal. Donc pour ça, on va utiliser une solution acide, donc de l'eau et par exemple de l'acide chlorhydrique, et on chauffe. On va donc régénérer l'aldéhyde initial. Et ensuite, pour former un iodoalcane, ça on saurait le faire à partir par exemple d'un alcool en utilisant HI, de l'acide iodhydrique. Donc je vais avoir besoin de synthétiser cet alcool-là. Ici on pourrait utiliser HI. Et pour passer de l'aldéhyde à l'alcool, on peut simplement faire une réduction par NaBH4, puisque j'ai bien le degré d'oxydation du carbone qui passe de +1 ici à -1 ici. Je vous rappelle que la réduction par NaBH4 se fait dans un solvant polaire protique, typiquement l'éthanol ou un mélange éthanol-eau. Alors, question 5, on va devoir interpréter de manière aussi détaillée que possible le spectre. Alors, tout d'abord, je vais commencer par peut-être un étiquetage, entre guillemets, des hydrogènes. Donc, pour ça, je vais numéroter mes chaînes carbonées. Donc, 1, 2, 3, 4. Et si je continue, 5. Donc là, je vais noter 6 les deux carbones. Le but, c'est pas de numéroter les carbones. Je donnerai les mêmes numéros aux hydrogènes. Donc, comme les deux H que vous avez ici sont équivalents, je leur donne le même numéro, tout simplement. Ici, donc 7, 7, et puis 8 ici. Voilà. Donc j'utiliserai les mêmes numéros pour les atomes d'hydrogène. Alors la première chose que vous devez faire, c'est compter le nombre total d'hydrogène. Parce qu'en fait, on ne vous donne pas toujours tous les signaux. Donc ici, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, ah oui, avec le H3, 5 et 3, 8, 9, 10, 10 et 4, j'en ai 14 et 3, 17. Si vous comptez la somme ici, j'en ai 6, 7, 8, 8 et 7, 15. Donc vous voyez qu'il manque 2 H. Donc je vais avoir un signal manquant pour décrire cette molécule. Voilà, c'est juste, ça vous permet de ne pas être étonné à la fin en vous disant mince, il manque quelque chose. Donc vérifiez le nombre total d'hydrogène. On peut vous donner un spectre partiel. Allez, maintenant c'est parti. Commençons par le premier signal, donc à 1,2 ppm. 3H, donc ça c'est forcément un CH3 qui sort en doublet. Donc un CH3 qui sort en doublet, c'est un CH3 qui est lié à un carbone qui porte un hydrogène. Donc là, on identifie clairement, donc ça intègre pour ce système-là, donc il s'agit du groupement, alors attendez, je vais le noter comme ça, c'est le 4. Donc c'est les hydrogènes 4, ces trois-là. Ensuite, à 2 ppm, j'ai un CH2 qui fait un multiplet. Donc ça veut dire que là, il doit être lié à quelque chose d'assez compliqué. Donc typiquement, on voit que c'est celui-là, parce que ce CH2-là va être lié d'une part à ce proton, ce qui va dédoubler le signal, mais aussi à 2 protons ici, ce qui va détripler le signal. Donc on aura un doublet de triplet ou un triplet de doublet, donc un truc assez compliqué, qui intègre bien pour 2 protons. Donc en fait, ici, ça va être, je peux écrire l'enchaînement CH2, CH2, CH, et je souligne ceux qui sont concernés, et il s'agit
du signal 2. Voilà. Ensuite, pour le signal à 3 ppm, là on a un proton qui sort en multiplet, donc là il n'y a pas d'ambiguïté, hein, c'est le 3e atome d'hydrogène. Donc là c'est un CH qui est lié à un CH3 et à un CH2. Donc je souligne le H, et donc c'est le proton numéro 3. Ensuite, là, ça va être de plus en plus facile. Donc, j'ai un signal à 3,1 ppm qui intègre pour 2H qui sort en triplet. Triplet, c'est 3 pics, ça veut dire qu'il y a 2H voisins. Donc, je dois trouver un CH2, CH2. Et en même temps, 3,1 ppm, ça commence à être déblindé. Donc là, on doit se dire, tout comme 3 ppm, on est au voisinage d'un atome électronégatif sur ces signaux-là. Le H3, il était bien tout près de l'oxygène. Et là, on a le CH2 qui est près de l'iode, donc déblindé, et qui couple avec 2 hydrogènes. Donc, on a bien un triplet. Donc ici, je peux mettre par exemple I, CH2, CH2, je souligne le signal concerné, et il s'agit des hydrogènes portés par le carbone numéro 1. À 3,7 ppm, on a 3 protons qui sortent en singulet, donc pas de couplage, donc là c'est clairement cela. Donc ici c'est OCH3, et donc c'est le numéro 8. Enfin, vous voyez qu'il nous reste 2 signaux fortement déblindés. Donc là, si vous regardez les tables, vers 6 et 7 ppm, on est vraiment dans la zone des protons aromatiques, c'est-à-dire portés par les cycles benzéniques. Donc il s'agit des protons de H6 et de H7. En fait, on a un groupe de protons équivalents ici, les 2 hydrogènes portés par le carbone 6, et un groupe de protons équivalent ici. On voit qu'on a un doublet de doublet à chaque fois, avec des constantes de couplage qui étaient données à 3 et 7 Hz. Alors ça, je vais détailler un peu plus, parce qu'il va falloir regarder finement l'attribution. Donc en fait, ma molécule, je vais la noter comme ceci, pour simplifier, donc R, et puis quelque chose comme ça. Alors pour le doublet de doublet, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que, alors là, il faut utiliser vos tables, mais que pour un proton donné, je vais avoir un couplage effectivement en J3 ici. Donc c'est surtout ce doublet-là qu'on observe, mais on peut également avoir des couplages à plus longue distance. Alors en pratique, celui qu'on a ici en trans, où les H sont opposés, celui-là on va quasiment jamais l'observer, donc je le retire. Voilà. Par contre, on observera un couplage ici entre ces deux protons et avec celui-là, donc ça fait bien un doublet dédoublé. Même chose quel que soit le proton. Maintenant, pour l'effet de blindage-déblindage, là, il faudrait écrire les formules mésomères. Et en fait, si on écrit les formes mésomères, alors je ne vais peut-être pas toutes les écrire, mais grâce au groupement méthoxy, en fait, on va se rendre compte, donc si je délocalise ici le doublet, alors je vais le faire en couleur, là, parce que sinon on ne va rien y voir. Hop, si je commence à écrire les formules mésomères, et vous vous rendez compte qu'ici, il y a une charge moins. Voilà, et puis je peux continuer du coup d'écrire les formules mésomères. Et du coup, on va voir qu'il y a des positions plus déblindées que d'autres. Bon, tant qu'à faire, je vais jusqu'au bout. Hop, et j'en écris une dernière. Ok. Bon, ce que vous voyez là, c'est qu'ici, on a une charge négative qui peut se poser là et là. Donc en fait, les deux positions de ces deux hydrogènes-là vont être appauvries en électrons, donc déblindées. Donc on a des déplacements chimiques plus importants. D'accord? Donc ça, c'est important, je vais quand même l'écrire. Vous en gardez la marque. Donc, ceux-là sont davantage déblindés. Mince, j'ai dit une bêtise. Voilà. Blindés, pardon, puisqu'ils sont enrichis en électrons. J'ai dit appauvris, mais là, on voit qu'il y a des charges négatives. J'ai raisonné comme avec une charge positive, donc excusez-moi, je le redis. Comme on a une charge moins, on enrichit les positions qui sont ici, donc il y a un blindage plus important, donc le delta va diminuer. Donc davantage blindé par les effets de OCH3. Du coup, à 6,7 ppm, on aura bien
des H, donc je mets aromatiques, c'est ceux du benzène, du cycle benzénique, donc ceux du groupe 7, et là on aura des H aromatiques, mais du coup, plus des blindés, c'est ceux du groupe 6, là où on n'a pas de charge négative. Passons maintenant à la question numéro 5. Donc ici, on demande une stratégie pour passer du composé 4. Donc je vais donner une représentation simplifiée, je ne vais représenter que ce qui a changé. Donc ici, je développe le groupement OPMB parce que ça a toute son importance. Et on veut le transformer en composé 5, où là on va avoir un groupement azoture. Alors celui-là n'est pas évident, hein, parce que on va voir à plusieurs égards. Déjà, bon, le nucléophile N3-, alors vous l'avez vu quelque part, mais bon, quand même, on n'est pas trop habitué à le voir. Mais bon, effectivement, ici, il faudra proposer le bon nucléophile. Et puis de l'autre côté, là, ce qu'il fallait repérer, c'est que on a vraiment ici un hétéroxyde benzylique. On reconnaît le benzyle, comme je vous l'ai dit, même s'il y a le groupe OCH3 en plus. Donc là, on va proposer une déprotection pour commencer. Donc dans les conditions d'hydrogénolyse, donc H2, et puis par exemple, on peut prendre palladium sur charbon. Je donne toujours le même pour ne pas alourdir, mais on verra plus loin ces catalyseurs-là. Donc ici, j'ai commencé par une hydrogénolyse pour déprotéger l'hétéroxyde benzylique. Je vais donc avoir l'alcool correspondant. Ensuite, OH- est un bon groupe partant, donc je ne peux pas travailler tout de suite avec N3-, donc là, il va falloir que j'active le groupe partant. Pour ça, vous avez plusieurs méthodes. Une des méthodes qui marche bien, ça va être d'utiliser TSCl, donc le chlorure de tosyle, avec de la pyridine. Donc dans ce cas de figure, on va activer. Alors on obtient un ester sulfonique, donc je rappelle la structure. Voilà. Et puis pour finir, il nous faudrait un nucléophile type N3-. Donc là, on va faire une SN2, hein, tout simplement. Ici, on avait une activation pour former un bon groupe partant. Et là, vous avez bien formé le composé 5. Pour finir, dans la dernière question, on vous demande de... Pardon. Et donc là, on passe à la question 6. Poser un mécanisme. Alors là, en fait, c'était la question 6 que j'ai fait juste après. En fait, on vous demande un mécanisme pour passer du groupement R au TBS, que du coup, je vais réécrire. Donc l'oxygène est lié à un silicium, et puis on a quelque chose comme ça. Au groupement alcool, du coup, si on le déprotège. Donc là, vous pouviez vous aider de l'annexe. Et donc on fait ça donc, avec du CSA, donc ça c'est un acide. Donc en fait, méthanol en milieu acide, c'est ça qu'il faut retenir pour proposer un mécanisme. Cette question, je conçois qu'elle n'était pas évidente. Donc finalement, il ne faut rien inventer, il faut raisonner avec ce que vous avez déjà en cours. Donc l'idée, c'est de se dire finalement, on traite le silicium comme l'atome de carbone, parce que je vous rappelle que dans la classification, vous avez, donc je vais réécrire très rapidement la deuxième ligne de la classification. Et en fait, sous le carbone, vous avez le silicium. Donc on traite le silicium comme un atome de carbone. Et on va se dire la chose suivante, on va se dire, du coup, le groupe partant, ça doit être RO-, sauf que c'est un mauvais groupe partant. Donc il va falloir l'activer. Et une fois que vous avez dit ça, le mécanisme, il tombe tout seul. Parce que du coup, si vous commencez avec H+, vous allez chercher à activer l'atome d'oxygène par réaction acido-basique. Il est toujours lié au silicium qui, lui, joue le rôle d'électrophile. Donc, à ce niveau-là, vous avez formé ici un bon groupe partant. Du coup, le silicium, lui, joue son rôle d'électrophile. Donc après, il faut chercher à proposer un mécanisme de type SN1 ou SN2. Bon, dans ce cas de figure, le silicium est tertiaire, alors on aurait tendance à proposer une SN1. Néanmoins, comme le silicium est très gros, il est en dessous du carbone, en fait, la SN2 est aussi possible. Et le mécanisme réel est encore un petit peu différent. Donc là, en fait, je vous laisse proposer ce que vous voulez. SN1 ou SN2, du moment que vous donnez une justification convenable. Moi, ça me va très bien, donc je vais le faire ici par SN2, puisque le silicium
il a la place d'accueillir un nucléophile. Donc, ça va me donner quelque chose comme ceci. Je vais donc former l'alcool souhaité, plus, donc ici CH3O qui est lié à ce composé-là. L'oxygène a encore un proton. Et dans une ultime étape, je vais régénérer du coup le catalyseur acide, donc par réaction acide-base. Donc là, j'ai ROH, donc ça, c'était l'alcool souhaité qu'on a déprotégé, plus le catalyseur qui est régénéré, plus le sous-produit, du coup, qui va avoir cette tête-là. Pour finir, on vous demande d'indiquer le rôle de l'IBX dans la seconde étape. Donc là, évidemment, il n'y a encore rien à connaître sur l'IBX, il faut juste observer. Donc la deuxième étape, eh bien, si je reprends le composé déprotégé, ce qui se passe dans la deuxième étape, c'est que j'ai un alcool primaire qui se transforme pour donner le composé 6 en aldéhyde. D'accord ? Et donc ça, c'est l'IBX qui permet ça. Bon, bah, pour passer de l'alcool primaire à l'aldéhyde, je vois que le degré d'oxydation du carbone, il passe de -1 à +1. Donc l'IBX, ici, joue le rôle d'oxydant. C'est tout ce qu'on attend, hein. Vous n'avez rien de plus à donner. Donc il n'y a aucune connaissance préalable à avoir sur l'IBX ou un quelconque réactif que j'aurais pu vous donner à la place. Voilà pour cet exercice. S'il y a des questions, vous les posez dans les commentaires, ou même s'il y a des points que vous souhaitez approfondir. Et je vous souhaite de bonnes révisions.